À quelques jours des élections en République démocratique du Congo, des milliers de Congolais ne pourront pas voter. Ils ont fui les conflits et les guerres pour se réfugier dans des pays voisins, notamment en Ouganda. Sous le feu des critiques, le chef de l'ONU-SIDA a offert de quitter son poste en juin. Le Malien Michel Sidibé a pris cette décision après la publication d'un rapport accablant sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. À Strasbourg, en France, le marché de Noël a rouvert ses portes vendredi. Ce marché emblématique de la capitale alsacienne avait gardé portes closes depuis l'attentat qui a fait 3 morts et 13 blessés mardi soir. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a dû quitter Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de RDC à s'être installés au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui les différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe, mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil, comme ici à Lusaka. Bernard Pierre-Marie Lukungu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains les élections présidentielles du 23 décembre sont synonymes de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. L'hécatombe engendrée par l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo a dépassé la barre des 300 morts. Un total de 303 décès a été annoncé par le bulletin du ministère congolais de la Santé sur la riposte de l'épidémie datée de ce jeudi. Cette épidémie d'Ebola, la 10e sur le sol congolais, a été déclarée le 1er août à Beni, dans la province du Nord Kivu et celui de l'Ituri. Il s'agit aussi de la 2e plus grave de l'histoire, d'après le ministère de la Santé, après l'épidémie d'Ebola qui avait tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, Sierra Leone et au Libéria en 2014. Depuis le début de l'épidémie, la ville de Goma est une zone exposée au même titre que les villes de Bunia et Kisangani en raison des déplacements réguliers de la population entre les zones actuellement touchées par l'épidémie d'Ebola et ces 3 grands centres urbains. Les autorités congolaises se sont tout de même réjouies de la guérison d'un nourrisson sorti du centre de traitement d'Ebola de Beni le 12 décembre dernier. Cette jeune miraculée, née le 31 octobre 2018, a été admise à l'âge de 6 jours au centre de traitement d'Ebola après que sa mère, un cas confirmé d'Ebola, soit décédée lors de l'accouchement. Michel Sidibé se donne jusqu'au mois de juin 2019 pour quitter la tête de l'ONU-SIDA. Le directeur exécutif de l'Agence des Nations Unies, créée en 1994 pour coordonner les programmes de lutte contre le sida, a opté pour un départ anticipé après la publication d'un rapport accablant sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. D'origine malienne, l'homme, qui est en poste depuis 9 ans, quittera 6 mois avant la fin de son mandat. En effet, cette institution traverse la pire crise de son histoire depuis le dépôt d'une plainte pour agression sexuelle à l'encontre d'un ancien chef adjoint, le Brésilien Luiz Loures.
La décision du départ annoncé de Michel Sidibé, qui sonne comme une concession, intervient alors que la Suède, important contributeur au budget de l'ONU-SIDA, s'est joint au concert des critiques des activistes en réclamant son départ. Cette décision vient également dans un contexte où le Conseil de coordination du programme ONU-SIDA, présidé par le Royaume-Uni, est réuni depuis mardi à Genève pour notamment examiner le rapport du groupe d'experts indépendants chargé d'enquêter sur les accusations de harcèlement, y compris sexuel, au sein du secrétariat de l'agence. Un rapport dont les conclusions sont accablantes pour Michel Sidibé, accusé de ne pas prendre ses responsabilités face à une culture de l'impunité et d'entretenir un culte de la personnalité. Ce qui fait dire à l'association Code Blue que Michel Sidibé ne mérite pas de partir selon ses conditions et son calendrier. Pour cette association, le refus de limoger Michel Sidibé équivaut à un défaut de leadership de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Honorables invités, chers camarades, nous traversons une période singulière de l'histoire du syndicalisme au Bénin. Que l'exercice des droits de grève soit limité à 10 jours par an est injuste. Qu'une loi encourage des licenciements abusifs au Bénin est antisocial. Que la création de la criette soit incomprise non seulement du peuple, mais aussi par des acteurs de la justice, ce n'est pas professionnel. Que nos statuts particuliers ne soient pas adoptés malgré les défalcations de nos maigres salaires, les intimidations et les débauchages subis par nos organisations syndicales, c'est inquiétant. Que la prise des lois scélérates, perfides et liberticides permet à certains cadres de procéder à des règlements de compte, c'est de la jalousie. Que la prise des lois scélérates, perfides et liberticides autorise certains cadres à procéder à des mutations punitives, ce n'est pas responsable. En ces moments de dures épreuves, nous avons le devoir d'affirmer et de réaffirmer nos idéaux, de défendre et d'imposer nos valeurs qui reposent sur la justice sociale, le partage et la solidarité, sur l'égalité et la fraternité, et donc sur la liberté. Alors, camarades, affirmons nos valeurs. Affirmons-les, parce qu'il n'y a pas de troisième voie entre la collaboration de classe et la lutte des classes. Affirmons-les, parce qu'en les affirmant, nous ne pouvons que renforcer notre action syndicale. Affirmons-les, parce qu'ainsi, nous maintenons vivante la flamme de l'espoir. Pour ma part, et avec les membres de Central Justice, nous avons choisi notre camp, celui de la lutte pour la libération totale du peuple. À quelques mois des échéances électorales législatives au Bénin, le réseau Clégbénou affirme des outils innovants pour l'action communautaire. Les présentes assises répondent à la nécessité d'aider les acteurs politiques béninois et la société civile à entrevoir des démarches de dialogue sincère dans un climat bon enfant. Dans ce cadre, le réseau s'est engagé dans une démarche pédagogique visant une décrispation du climat sociopolitique qui prévaut actuellement au Bénin et invite à œuvrer pour favoriser la cohésion nationale, la mise en œuvre d'un processus électoral inclusif en lien avec les prochaines joutes électorales. Nul de nous n'a intérêt à ce que notre nation soit déstabilisée. Conformément à l'article 23 de la Constitution de notre pays, qui garantit entre autres la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements, le réseau Clégbénou invite toutes les sensibilités sociopolitiques de notre pays à tout mettre en œuvre pour que les prochaines joutes électorales se déroulent dans un climat de paix et de cohésion nationale. Et comme l'avait si bien dit le regretté Monseigneur Isidore de Souza lors de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 90, qu'aucun bain de sang ne vienne nous éclabousser
et nous emporter dans ces flots. Il s'agit donc d'un appel à la paix, la médiation et la démocratie. La Task Force citoyenne pour la médiation, la paix et la démocratie a déjà été lancée à Lomé en octobre 2017 par Social Watch Afrique de l'Ouest. Nous exhortons toutes les parties à renoncer à la violence, à rétablir la paix et à résoudre leurs griefs par le dialogue politique. Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les situations humanitaires et sécuritaires se sont sérieusement détériorées et la violence empêche l'acheminement d'une aide humanitaire internationale vitale. Ainsi s'exprimait ce jeudi l'ambassadeur adjoint américain à l'ONU, Jonathan Cohen, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacré aux pays du centre de l'Afrique. Octobre a été le pire mois de ces dernières années en termes de violence au Cameroun et nous craignons que le bilan de novembre soit pire. Nous ne voulons pas voir cette tendance horrible se poursuivre en décembre et la violence doit s'arrêter maintenant, a insisté le diplomate américain. Jonathan Cohen souligne également que les États-Unis exhortent le président camerounais Paul Biya à accélérer le processus de décentralisation et son gouvernement à respecter le droit humanitaire et à s'assurer que l'ONU et les ONG aient des accès sans entrave aux populations en souffrance. Depuis fin 2017, des dizaines de séparatistes ont pris les armes dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest pour en finir avec ce qu'ils estiment être la marginalisation de la minorité anglophone du Cameroun. Selon l'ONU, le conflit, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, a déjà forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur domicile dans ces régions. Saisi par plusieurs parties soupçonnant des fraudes informatiques, le ministère public avait ouvert une enquête la semaine dernière et suspendu le processus d'enregistrement des électeurs déjà prolongé à plusieurs reprises ces derniers mois. Mais en raison de la nécessité urgente de poursuivre la préparation des législatives qui auraient dû avoir lieu le 18 novembre dernier, le bureau du procureur a autorisé la reprise des enregistrements d'électeurs, mais tout en posant ses conditions. Désormais, les travaux du bureau d'assistance technique au processus électoral se feront en présence de tous les techniciens des partis politiques qui recevront toutes les informations demandées. Le bureau du procureur ajoute qu'il surveillera et supervisera désormais tous les actes jusqu'à la conclusion du processus en question. Par ailleurs, une délégation ministérielle de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans la crise, s'était rendue mercredi dernier à Bissau pour évaluer la situation. Elle a obtenu l'engagement ferme des autorités à prendre toutes les dispositions afin de poursuivre les opérations d'enrôlement des électeurs, dont la phase du recensement brut est à 90%. C'est en tout cas ce qu'a indiqué dans un communiqué l'organisation régionale. La CEDEAO souhaite que la date des législatives soit fixée avant son prochain sommet le 22 décembre et que celle-ci se tienne avant fin janvier 2019.